Et comment ça va par chez vous avec cette belle journée de Ligue 1, la 28e avec beaucoup d'enseignements, comme j'ai dit dans le titre, le PSG, après un suspense insoutenable et sacré. Évidemment derrière, bah voilà, c'est l'anarchie, c'est l'incertitude complète, qui sera en Ligue des Champions, qui sera en Europa League, qui sera en Conference League. Il y a beaucoup de clubs, d'équipes qui peuvent y parvenir, mais à la fin, voilà, il y aura des heureux, des malheureux, et sincèrement, ça va être assez dantesque, car je pense que ça va bouger jusqu'au bout. Je pense que la prochaine journée, on aura des changements, et la 30e, et ainsi de suite, et je pense que vraiment à 34e, il y a moyen qu'on ait peut-être le 6e qui aille à la 4e place, tout ça. C'est assez... c'est assez fou quand même de voir autant d'équipes à la lutte. C'est vrai qu'on n'a pas forcément un deuxième qui se détache, un troisième aussi. On n'a pas une moyenne de points qui est incroyable. Là, on n'a même pas, ouais, je sais même pas si on a 2 points de moyenne, même pas, hein, vu qu'on est à la 28e journée. Je crois pas, hein. Donc même pas d'autres équipes au-delà du PSG qui est à 2 points de moyenne. Donc ça veut dire qu'à la fois, bah, il y a eu beaucoup de mal à exister derrière le Paris Saint-Germain. Et puis bah voilà, peut-être que c'est un niveau homogène, c'est pour ça que forcément, t'as du Strasbourg qui peut prétendre à cette place, une équipe qu'on n'attendait pas. Simon le dit, on a aussi Brest qui revient très très fort et qui peut espérer pourquoi pas une Europa ou une Conference League. En tout cas, bah, je suis heureux, ravi de vous retrouver. On a beaucoup de choses à se dire parce que voilà, on a eu une journée encore une fois fast. J'en profite pour saluer les habitués du chat comme Simon, comme Dark Chirac, Ninor, Supreme Leader JD, Thibaut, Faizen qui dit je viens d'apprendre la fin de saison de Nouama, je suis effondré. Bah c'est vrai que pour l'OL, déjà pour le joueur, c'est quand même super triste, vu la trajectoire pardon, qu'il avait entamée, qu'il avait voilà, prise à travers ses dernières perfs qui étaient super encourageantes et la manière d'être décisif. Et puis là, bah, pour l'OL, c'est vrai que tu perds un de tes seuls ailiers en attendant le retour de Fofana. Donc c'est vrai que là, pour le coup, c'est assez critique. C'est assez critique, donc à voir ce que ça va faire. Mais ouais, ligament croisé, rupture du ligament croisé, ça vous connaissez, hein, on le revoit pas avant peut-être octobre, septembre, si ça peut bien se passer, mais là on va le, lui souhaiter un très très bon rétablissement et voir comment ça va se passer parce que ouais, on est aussi dans une semaine de Coupe d'Europe, Ligue des Champions, mardi, mercredi, Europa, conférence jeudi, ça y est là on est vraiment dans ce sprint final où ça va être tambour battant, il y a des matchs tous les jours, ça va être très intense donc j'espère que vous avez bien soufflé avec la trêve internationale parce que là on va, on va avoir beaucoup de belles choses pendant 2 mois. Ouais, on va bien manger. Alors quelqu'un voulait qu'on parle de la Kings League. On fera peut-être pas de débrief Kings League ici. Par contre, on en parlera dans hors-jeu tout à l'heure avec l'équipe, avec Kanto qui a commenté, avec Bruce Brack. Moi, de ce que j'ai vu de la Kings League, rapido, c'est un petit peu ce que j'avais déjà vu à la Coupe du Monde. Je trouve que c'est bien produit, que c'est divertissant, que ça, pour moi, ça concurrencera jamais le foot traditionnel parce que voilà, c'est le même sport à la base, mais c'est deux manières de le voir qui sont vraiment opposées. Après, ce qui me fait rire, c'est que on propose un truc justement amusant, léger, avec du fun, des wildcards, des invités, des buts contre double, tout ce que vous voulez. Et finalement, on a aussi des polémiques d'arbitrage. C'est ça qui me fume personnellement, c'est que même dans un truc qui se veut, voilà, assez éloigné du foot, qui nous compresse, qui nous oppresse avec ses problématiques et tout, bah on a aussi des soucis d'arbitrage et ça me régale parce que enfin c'est presque l'essence même du foot, c'est d'avoir des débats infinis sur l'arbitrage. Et d'ailleurs, quand on parle d'arbitrage, il y a aussi évidemment beaucoup de choses à dire sur ce que j'ai vu ce week-end parce que vous me connaissez, je suis plutôt quelqu'un, on va dire, de prudent, réservé. J'aime pas faire chaque journée parler d'arbitrage parce que je pense que c'est plus intéressant déjà de parler des clubs, des joueurs, du jeu. Et on a aussi une tâche qui est un peu ingrate pour les arbitres. Mais là, quand il y a des choses lunaires qui se passent ce week-end, le carton rouge d'Odje Diran qui est oublié alors que c'est peut-être le carton, l'expulsion la plus évidente de la saison, là j'en reviens pas. Et puis ce qui s'est passé à Reims, bah désolé, là Monsieur Turpin, c'est fou quand même qu'on ait des arbitres français qui soient aussi reconnus et appréciés en Ligue des Champions par la presse européenne quand ils font des matchs voilà, de Coupe d'Europe. Et c'est vrai, quand tu vois les matchs de Le Texier, quand tu vois les matchs de Turpin le mardi ou le mercredi soir, t'as rien à leur dire. Franchement, c'est très bien ce qu'ils font. C'est appliqué, c'est nickel, il n'y a pas trop de polémiques, etc. Et pourquoi est-ce que chaque week-end,
c'est le bazar, t'as des histoires, t'as Turpin qui veut pas aller consulter la VAR, alors à quoi ça sert de s'embarrasser à payer la VAR 100 000 euros par match si monsieur Clément Turpin n'a pas envie d'être déjugé. En fait, il faut qu'il comprenne, Turpin, que on s'en fout de son ego, on s'en fout du fait qu'il soit déjugé, c'est pas grave, enfin, il y a pire. Certaines problématiques, c'est par contre Reims qui peut perdre un point précieux dans la course au maintien. Là, pour moi, ça va être vraiment le truc un petit peu dérangeant. Bon, évidemment, on fera pas tout le live sur l'arbitrage parce que sinon, ce serait imbuvable et il y a d'autres choses à souligner. Mais j'avoue que je serai moi ce soir, j'ai les boules. Enfin, ce soir, aujourd'hui, par rapport au scénario, par rapport à la main de Sarr, par rapport à d'autres situations de penalty. Si ça arrive dans d'autres matchs, elles sont sifflées. C'est ça aussi, c'est une forme de cohérence. Et puis voilà, comme le dit Ewen, en fait, quand telle équipe dit je suis mal arbitré, je dérange, en fait, tout le monde au fil de la saison a eu des histoires lunaires d'arbitrage et tout le monde, au bout d'un moment, a eu ses polémiques. Et là, en fait, c'est plus un souci de pas réformer, mais peut-être se mettre autour d'une table et trouver des solutions pour aller de l'avant, parce que bah finalement ça pénalise certaines équipes, ça nuit à l'image du championnat, je trouve, que tu sois mal arbitré, parce que du coup tu en perds ta crédibilité, et puis aussi pour que les arbitres se sentent plus sereins, oui, je sais pas, mais il faudrait trouver un terrain d'entente, parce que là, ce qu'on a vu ce week-end, c'est un non-sens total, et j'avoue que voilà, quand on voit ce Reims-Strasbourg, il y a de quoi être très très déçu côté rémois. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on va pas faire une tirade, un long monologue sur l'arbitrage, on a beaucoup d'autres choses à voir, avec d'abord évidemment ces petits résultats qui s'affichent. Encore une fois, beaucoup de matchs qui comptaient, avec un choc direct entre deux équipes qui prétendent avec des champions, c'est l'OL qui l'a remporté, on a Nice et on a Monaco qui ont perdu le terrain, Strasbourg, l'OM et l'OL qui font les très très bonnes opérations, et puis bah c'est vrai qu'on a ce PSG champion. On a ce PSG champion qui évidemment mérite qu'on s'attarde là-dessus, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Ouais, Faizen, oui, le Lensois qui met son pied sur la tête du Stéphanois, c'est comme je dis. Après, c'est ça le souci, c'est que moi j'ai dit c'est le carton rouge le plus évident. Et il y en a en commentaire qui ont dit non, c'est Singo sur Donnarumma. Moi je suis d'accord, Singo sur Donnarumma, les gars, c'est évident qu'il veut jouer le ballon. On sait tous que Singo, quand il fait cette action, il se dit pas 3 secondes avant, tiens chouette, je vais mettre mon crampon dans la tronche de Donnarumma. Non, évidemment qu'il saute avec l'intention de l'éviter. Sauf qu'au final, ça termine avec un crampon dans la tronche et je ne sais combien de points de suture pour Donnarumma et une balafre de bandit. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ce constat, bah évidemment, le geste est tellement dangereux, même si au départ, il n'y a pas l'intention de faire mal, bah c'est carton rouge. Parce que tu mets en danger l'intégrité physique du joueur, parce que bah il y a aussi ça. Mais franchement, je vous le dis, hier, sur le truc d'Odje Diran, il y a un mec qui m'a dit, ouais, Singo aussi. Et là, je lui ai dit, non, attends, Singo Donnarumma, il y en a qui m'ont dit que ça méritait pas rouge, alors que vraiment Donnarumma est sorti avec une cicatrice impressionnante. Et il y a des mecs en commentaire qui m'ont dit non, c'est pas le même truc, ils veulent éviter. Mais on sait tous qu'ils veulent éviter, c'est évident. Singo, il veut pas, il s'est pas dit tiens, aujourd'hui j'ai envie de me faire Donnarumma, il va manger mon pied. Non, évidemment, c'est pas comme ça. C'est juste que il y a tellement d'intensité, il y a un saut où il n'arrive pas à l'esquiver, que ça termine avec un pied, un crampon. C'est hyper dangereux juste à côté de l'œil. Et quoi qu'il arrive, c'est rouge. Intention, pas intention, c'est comme un tacle par derrière. Des fois, le tacle par derrière, bah, le mec veut jouer le ballon, il y a le joueur, il le voit pas, il se met en travers, et bah, ça termine par un tacle par derrière qui est dangereux, mais l'intention de base, peut-être qu'il voulait juste jouer le ballon. Sauf que, bah, voilà, ça termine avec autant de casse. Donc, faut pas prendre, on va dire, la cause, c'est plutôt la conséquence. Et la conséquence, c'est vrai que c'est un geste dangereux, mais Odje Diran, moi, en fait, c'est là où je me dis que c'est assez fou, c'est qu'au Diran, il n'y a même pas besoin de la VAR en fait pour lui mettre. Parce que t'as le pied qui est tellement haut qu'il touche, et il le voit, et il lui met juste jaune. Et après, bon, ok, à la limite, ça aurait fait un truc un peu drôle, parce qu'aller voir la VAR pour ça, alors que tout le monde était d'accord. Et là, c'est vraiment le carton rouge qui a fait l'unanimité. Stéphanois, évidemment, oui. Lensois, oui. Les neutres aussi. Il y a vraiment, tout le monde était ok, sauf voilà, une personne qui malheureusement avait ce pouvoir d'autorité. Donc c'est ça qui était un petit peu rigolo. Donc
On va reprendre sur ça. Le maintien aussi, avec Nantes, qui évidemment en battant Nice fait une très très belle opération. Le Havre, on a bien compris qu'à Montpellier c'était de la roue libre totale. Et puis Saint-Etienne qui malheureusement perd un match à Lens qui ressemble à beaucoup d'autres matchs cette saison avec des bonnes intentions, pas d'efficacité, et dans les deux surfaces, pas de réussite. Donc à ce niveau-là, tu te fais punir. Merci beaucoup la matinale foot pour le petit débrief. Merci beaucoup mon gars Rodo, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Et comment c'était écrit quand tu veux pour se refaire un petit truc avec grand plaisir. Les 3 derniers seront Montpellier, Angers, Reims. Moi je pense que je mets Saint-Etienne quand même. Parce que Saint-Etienne, c'est la frustration de voir une équipe aussi intéressante dans sa production avec de très très belles individualités comme Stassin, comme Bouchoirie, tout ça, Pierre et quoi, mais ils sont un effectif quand même qui est mal construit avec beaucoup de mecs qui ont juste le niveau Ligue 2, et encore quand je parle de Ligue 2 je suis pas sûr que ce soit le haut de tableau Ligue 2. Donc là Saint-Etienne c'est vraiment regrettable qu'ils aient pas fait l'effort d'aller chercher un effectif un peu plus complet, un peu plus étoffé. Je pense notamment aux latéraux parce que sincèrement ce synthé là, même en étant imparfait, vu le niveau de certaines équipes cette saison, pour moi il avait large le niveau de se maintenir. Enfin, il avait pas le large le niveau, mais l'opportunité. Et là c'est plutôt la direction qui a un petit peu merdé dans ses recrutements, notamment cet hiver. Du coup, ce qui nous donne au classement avec le PSG, bon là il n'y a pas trop de débat. L'OM 52, Monaco 50, Strasbourg qui récupère la 4ème place, ça c'est quand même super fort. L'OL qui continue aussi de reprendre du terrain. Nice et Lille qui redescendent à 47. Et puis Brest, pourquoi pas, Brest, même Lens, parce que 6 journées, 5 points, ça peut aussi se rattraper. Mais c'est vrai que Brest, vu la dynamique, Brest qui va encore affronter pas mal de gros sur cette fin de saison, dont l'OM, dont Lille, je crois. Ça va être assez dense et intéressant à voir cette histoire. Les 4 premiers seront le PSG, Monaco, Strasbourg et Lyon. En fait, je pense que l'OM c'est... justement, on va aller sur ce match de l'OM qu'on a commenté hier avec Braque sur DataZone. Et il y a beaucoup de choses à redire sur ce match parce qu'il s'est passé énormément d'événements, micro-événements. Je pense que c'est le genre de match que, bien sûr, c'est impensif, mais il fallait le remporter à tout prix pour s'offrir une certaine paix, un peu du calme. C'est un peu comme la victoire contre Nantes, à la maison, juste après le match d'Auxerre où il y avait les polémiques, pareil, d'arbitrage, de dérapage de Longoria. Que dire sur ce match ? Je l'ai trouvé assez vivant, assez intéressant. 2 équipes avec un Toulouse qui a plus grand chose à jouer et qui a essayé de frapper un joli coup. Un OM qui encore une fois est sur un fil où c'est très tendu parce que en fait c'est une équipe où t'as vraiment des états de forme qui ont rien à voir. T'as des joueurs qui sont vraiment au top comme Rabiot, comme Amir Murillo. T'en as d'autres où t'as juste besoin d'un éclair de génie comme Greenwood pour faire la différence. Et t'en as d'autres où c'est très difficile quoi. Il y en a d'autres où c'est vraiment compliqué. Je pense à Luis Enrique qui a du mal encore une fois à peser. Merlin au niveau des différences. Kondogbia dans ce rôle défensif qui s'est fait un petit peu mélanger. Anil Mopé c'est pas évident. Et c'est vrai que tu as un OM qui encore une fois n'a pas toutes les ressources nécessaires. Après voilà, ils réussissent à être encore une fois dans ce petit sprint final qu'il faut. Alors attendez, juste remettre hop. Voilà, le chat qui revient, évidemment. Alors, sur ce match, il y a quand même un truc à mettre en avant, parce que Xavi Babika, les gars. Xavi Babika, l'ailier gabonais du TFC, qui a réalisé d'immenses différences sur les premiers mètres, sur les courses, avec notamment le démarrage côté droit, où il dépose littéralement Kondogbia. Et la patatras, Babika qui nous a offert à la fois le meilleur de ce que peut faire un ailier dans la vitesse de projection, la percussion, et puis le pire dans le dernier geste. Je pense que vous l'avez peut-être vu passer, mais j'ai sélectionné ces 3 séquences avec, à la 13e minute, cette
passe dans profondeur de Caceres qui vient très très bien pour le solliciter. Et lui, il a vraiment juste à servir soit Magri, soit Cresswell. Et là, bon, déjà la défense marseillaise, c'est là où tu vois qu'il y a quand même d'immenses soucis dans la capacité à marquer ça. Et là, bon, il y avait un boulevard. Et bon, pour ceux qui n'ont pas vu le match, Babika, il a envoyé un ballon très très fort au second poteau alors qu'il n'y avait personne et que Cresswell et Magri ne pouvaient pas le reprendre. La suivante, un quart d'heure plus tard, c'est là où, juste avant, il dépose Kondogbia et vraiment une vitesse de pointe phénoménale. Une pointe à 33 km/h, enfin, vraiment impressionnant. Il y a un 2 contre 1 à jouer. Après, je trouve que Cornelius joue plutôt bien le coup parce qu'il peut masquer la passe, mais là, Babika, il va s'avancer, mais il va faire une poussée de balle qui est vraiment limite, et il va s'empaler sur Rouli. D'ailleurs, il va prendre un carton jaune parce que il y allait avec le crampon sur le poignet. Et s'il avait eu le réflexe de donner en retrait à Magri, même Gbo, il était dans cette zone-là, il y avait de quoi finir l'action. Et puis la dernière, c'est évidemment la finition. Après, Rouli joue très très bien le coup, mais là voilà, il a essayé de la mettre entre les jambes. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Mais en fait, cette action, à la limite, qui rate le face-à-face. Bon, rater un face-à-face, ça fait jamais plaisir, on le sait. Mais en fait, c'est l'enchaînement et les 3 actions et celle-ci où ça termine que, ouais, t'as un joueur qui est extrêmement frustrant parce que il est parti en faisant des poussées assez bluffantes. Et finalement, ça termine avec 0 but sur ces 3 actions. Alors que vraiment, il y avait un très très beau coup à jouer. Je sais pas laquelle est le pire, en fait, celle-ci, parce que évidemment, il va pousser le ballon, il va s'empaler sur Rouli. Mais là, s'il met en retrait pour Magri, c'est quand même pas mal. Mais celle-ci aussi, j'avoue, le fait que le centre soit très très fort. Et là, en plus, c'est la première où tu dis, bon, c'est la première du match et tout, pourquoi pas. Mais celle-ci aussi, elle est assez grave problématique. Donc voilà, l'ami Babika, enchanté. Après, Babika, il a vu un rôle de super sub au début de saison qui a été pas mal du tout. Il avait marqué 3 buts en faisant des entrées. Peut-être que c'est ce genre de joueur qui a plus besoin d'être lancé à 20-25 minutes de la fin qu'être titulaire, parce que on a pu voir les dégâts qu'il pouvait faire sur une entame de match. Sur une fin de match, ça peut être pas mal, mais malheureusement, ça termine sans but. Après, que dire sur ce Toulouse-là. J'ai trouvé que c'était dommage quand même qu'ils y aient pas assez cru au-delà de l'action de Babika, parce que je pense qu'il y a vraiment un beau coup à jouer entre Magri qui marque son 5e but en 5 matchs. Il n'y a aucun joueur du TFC qui n'a fait mieux depuis 60 ans, je crois. Et pourtant, Toulouse, ils ont eu du Ben Yedder, ils ont du Gignac, ils ont eu du Elmander. Donc, chapeau pour la série. J'ai bien aimé Sierro, les coups de pied arrêtés avec Caceres. En fait, il y a des bons petits joueurs à Toulouse, mais tu sens que c'est pas encore tout à fait complet pour aller chercher pourquoi pas une place européenne, ce qui pouvait peut-être viser cette saison. Et malheureusement, c'est une équipe qui a encore des petites failles. L'attitude de la défense, tout ça, se faire avoir dans ce sens. Suazo, la conclusion qui est parfaite. Et là, ouais, je pense que c'était un petit peu de pression parce que sinon la reprise elle est magnifique. Côté marseillais, j'avoue que le match de Rabiot, respect parce qu'il est à l'origine du but en faisant le centre sur Suazo. La reprise, elle est hyper fluide. Les projections, elles sont bonnes. C'est un mec qui a fait à la fois des passes pour casser des lignes. C'est un mec qui s'est à la fois projeté. Donc sincèrement, très très bon match de Rabiot. Le meilleur pour moi avec Murillo. Murillo qui a fait un retour pareil très intéressant, beaucoup de bons contrôles, de bonnes passes débloquées, en sachant qu'il avait été absent à Reims, et peut-être que son absence a expliqué certaines carences, voire grosses limites qu'on a pu voir lors de la défaite 3-1. Le milieu de terrain, c'était pas le match le plus facile pour s'exprimer parce qu'en face il y avait quand même beaucoup de bons petits joueurs. Le duo Siro Caceres, encore une fois j'insiste, mais il m'a beaucoup plu. Et après je trouve que Benasser, il a quand même bien répondu. Il a tenu assez longtemps. Il s'est fait juste dépasser par Siro sur le but, la réduction de l'écart du 3-2. Sinon Greenwood, si on doit s'arrêter sur lui, c'est un petit peu un constat dans le sens où tu as un joueur qui fait une première période très médiocre, avec pas grand chose, l'état d'esprit, il boude, il marche, t'as l'impression que c'est un petit peu le Greenwood des dernières semaines, qui a pas forcément envie d'être là, de s'exprimer, et puis t'as le Greenwood qui est capable sur, un éclair, cette frappe assez magistrale, lucarne opposée en frappe enroulée, enfin vraiment une inspiration, c'est le genre de but que tu vois assez rarement, même le décalage pour Luis Enrique, parce que
Greenwood, il y a ce but, mais si Luis Enrique est un peu plus adroit, ça termine avec un but, une passe D. Voilà, ça peut être un match finalement réussi. C'est vrai qu'il y a ce but qui est très très beau, mais voilà, c'est pour ça qu'on en attend beaucoup de lui, parce qu'on a vu qu'il était capable d'être extrêmement décisif, d'être important, impactant. Et cet OM qui a décliné au cours voilà, du mois de février-mars, qui a eu des résultats un petit peu décevants, c'est aussi parce que Greenwood avait, je vais pas dire la flemme, mais était peut-être dans une situation personnelle inconfortable, peut-être qu'il se pose beaucoup de questions sur son avenir. On va voir pour la suite. Je pense que le retour de Gouiri va faire du bien. Mais si Mopé, tu vois, Mopé, il a pas fait forcément. Voilà, il avait Mackenzie, Cresswell, 1m86, 1m93 à gérer, Sidibé aussi. Et finalement, tu vois, il a obtenu des corners, il a essayé de jouer en pivot, c'était pas si mal. Mais si on est exigeant, on attend toujours plus d'un numéro 9 de l'Olympique de Marseille. Et je pense que Gouiri fera, quoi qu'il arrive, mieux que lui, quoi. Et après. La défense, t'as toujours énormément de frayeur parce que j'ai dit que Mourinho a fait un bon match, mais finalement, t'as cette défense où t'as beaucoup d'espace qui sont laissés à des joueurs déstabilisants en face. Si t'as un mec percutant comme Babika, mais si t'as un mec qui est un peu plus lucide comme Babika, au final, ce match qui est une victoire pour l'OM, mais je pense que voilà, les 3 points étaient essentiels vu la situation, ce qui s'est passé cette semaine, les déclarations qu'on va de presse. Après, je trouve que De Zerbi l'a plutôt bien tourné. On sait qu'il y avait un truc qui s'était mal passé par rapport au match à Reims, l'entraînement qui était un peu bizarre. Est-ce que les joueurs voulaient pas s'entraîner? Bon, ça a été démenti, mais on a bien compris que ça avait été assez électrique. Et je trouve que De Zerbi a bien tourné en disant moi j'aime le truc chaud, je suis 100% impliqué, j'ai pas envie d'aller entraîner le Milan, tout ça. Enfin, il l'a pas dit texto, mais on a bien compris qu'il voulait s'implanter. Alors j'espère juste que voilà, moi comme je vous dis, j'aimerais que pour une fois on est justement, est-ce que De Zerbi quitte le en fin de saison? C'est possible parce qu'on sait qu'il y a une telle instabilité, que ça vienne du board ou des coachs, que ça peut. Pour moi, s'il part en fin de saison, ça m'étonnerait pas. Mais même si De Zerbi, je suis déçu de certaines phases, de certaines séquences, j'ai quand même envie qu'il reste au moins 2-3 ans pour installer quelque chose. Et même si c'est un OM qui est imparfait, c'est quand même un OM, encore une fois, qui était 8ème l'an dernier, qui a changé beaucoup de choses, qui a des joueurs, et il le dit, plus haut l'ami, oui, tu as des joueurs dans cet OM là qui devraient être juste dans la rotation, qui ne devraient pas être forcément titulaires. Voilà, le truc c'est qu'on sait que Milan est fan aimerait le faire venir, qu'il y a un poste qui va être sans doute vacant, avec Contessao qui va s'en aller. Si top 3 il reste à 80%, si Europa, je pense que c'est vrai que s'il n'y a pas la LDC, ça va être chaud. C'est vrai que si le Milan bouge sérieusement, comme lui est un fan du Milan, peut-être que ça peut rabattre les cartes. Après, De Zerbi, un coach jeune, si Milan ne le prend pas là maintenant, est-ce que dans 2-3 ans ils ne le revoudront pas? À voir, quoi. Ah, mais on sait que l'OM est un club instable, Polo, ça c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que depuis, allez, on a eu Rudy Garcia, on a eu Villas-Boas, on a eu Sampaoli, ça a été un peu plus d'1 an, mais sinon après c'est vraiment un roulement qui est assez intense, quoi, qui est très très intense. Tudor, Marcelino, Gattuso, avec des heures de casting. Et là aussi, il faut le reconnaître que ça enchaîne énormément. Moi, je ne serais pas surpris si De Zerbi part, mais moi, ce que j'espère, c'est que pour une fois, on a un peu de stabilité, on construise avec lui, et que même si son OM, je vous le dis encore une fois, je m'attendais à mieux sur certaines séquences, et moi je vous dis, je le trouve extrêmement fragile défensivement, ça tient sur un fil, et si tu vas en Ligue des Champions, tu dois résoudre ça, parce que t'auras pas de Babika l'an prochain en Ligue des Champions, t'auras des tueurs, donc là ça peut être assez dangereux, et sincèrement t'as une ligne défensive à totalement rebâtir. Alors est-ce qu'il faut repasser à une défense à 4, est-ce qu'il faut continuer avec la défense à 3, ça il faudra voir, mais quoi qu'il arrive, ce match a fait beaucoup de bien, parce que tu reprends la 2ème place, tu te déplaces à Monaco, enfin en gros tu as ton destin entre tes pieds, tu peux être en LDC si tu calmes le jeu, tu temporises et tu fais les bons résultats qu'il faut, mais c'est sûr que on sent que ça tient pas à grand chose, parce qu'encore une fois je vous le dis, hier soir il peut y avoir 3 pour Toulouse à la mi-temps, et c'est pas un scandale, et c'est là où tu te dis que tout le raisonnement qu'on vient de dire, là ça part en cacahuète. Oui, il y a hors-jeu à 18h, mon cher Polo. Moi, je comprends pas comment tu prends Benasser, mais tu prends pas de défenseur, c'est une catastrophe. En fait, t'as pris un défenseur, Luis Felipe Ramos. Sauf que,
il y a une fragilité physique assez incroyable, et que ce mec, on l'a vu 1 heure au parc, et puis c'est tout. On l'a vu faire une entrée de 2-3 minutes, je sais plus quand. Tu perds Brassier, tu vas prendre un autre défenseur. Je pense que pour le nombre, c'est bien. Sauf que, est-ce qu'on s'attendait à ce que ce mec-là soit tout le temps absent? J'avoue que je ne comprends pas. Je suis plus confiant sur le match à Monaco que le match contre Toulouse. En fait, c'est ça. C'est que, en tant que Marseillais, tu sais à quoi t'attendre. C'est les équipes du bas de tableau ou du ventre mou, elles peuvent te poser des soucis, alors que Monaco, peut-être que tu vas y aller en conquérant, quoi. Donc, très très bizarre, ouais, ce match, mais finalement, ça fait 3 points qui font du bien avec le déplacement à Monaco. Samedi 17h. Samedi 17h, notez bien l'horaire, parce que le match de 20h45, ce sera l'Auxerre OL. Du coup, pour aller sur le suite du programme, évidemment, on a aussi... oui, c'est vrai qu'on a aussi Bamo Haïté qui est parti, mais bon, quand on voit son niveau à Montpellier, ouais. Bamo Haïté, en fait, c'est là où je me dis que moi, je trouvais ça un peu fou qu'il ait pas de temps de jeu à l'OM, mais vu ce qu'il montre à Montpellier, après, je pense que ce qu'il montre à Montpellier, c'est qu'il a totalement perdu confiance en lui, et c'est vrai que c'est la question qui fâche. Du coup, ce PSG Angers, voilà la fin du suspense. Le PSG est champion de France. Qui l'eût cru? Qui a vraiment pensé qu'il y aurait un semblant de suspense? Après, c'est vrai que à la 6e, 7e journée, on a eu Monaco en tête. Début décembre, on avait Monaco et l'OM qui étaient à 4-5 points. Et puis début 2025, enfin voilà, déjà lors du mois de décembre, on a senti qu'il y avait un coup d'accélérateur. Et depuis, les mecs, ils ont jamais lâché l'affaire. Et là, on a un écart juste fou. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses à séparer. Que le PSG soit champion, c'est pas une nouvelle incroyable. Déjà, la nouvelle est tombée, t'as pas eu beaucoup d'engouement. Enfin, je pense que du côté des supporters, on est quand même toujours content. Par contre, c'est la manière dont tu vas être champion qui va impacter le ressenti. Et là, c'est vrai que ce PSG, il est champion, la tête très très haute. Il est invaincu, il est intraitable. Collectivement, c'est beau à voir jouer. Individuellement, t'as du talent à toutes les lignes. T'as des jeunes joueurs qui sont en train de prendre un ascendant et un pouvoir assez fou. Bien sûr que le PSG a des finances, a une enveloppe mercato où il n'y a aucune concurrence possible en Ligue 1. On le sait tous depuis pas mal de temps. Après, on a déjà vu des PSG avec beaucoup de stars et de joueurs de renom et ne pas être en capacité de proposer ça sur le terrain. Souvenez-vous, on avait déjà eu un PSG où sur un match, tu avais Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria titulaires en même temps. Est-ce que vous en souvenez de ce match? C'était à Rennes. Et ça avait fait quoi? Défaite 2-0. Donc l'accumulation de stars, c'est pas forcément un truc qui est compatible des fois avec un jeu caractérisé. Et c'est pour ça que je pense que Luis Enrique a aussi été recruté. Je pense qu'à l'été 2023, du côté de Nasser, de Campos, on a bien senti qu'il y avait un truc qui allait pas dans cette gestion du PSG au quotidien avec ses joueurs, des individualités très fortes, parce que Mbappé il va t'apporter 45 buts par saison, mais au final, le fait que le collectif penche trop vers lui, ça peut être aussi une forme de déséquilibre. Et là, ça a été la force de ce PSG, c'est croire en son équipe et se dire, on va laisser partir Mbappé, on va recruter d'autres mecs, mais on n'aura pas un mec comme Mbappé. Après, c'est difficile d'aller prendre un mec de sa stature sur le marché au moment où on parle, parce que évidemment, il n'en existe pas au coin de la rue. Après, là, écoutez, on a un PSG qui est, je trouve, hyper séduisant, qui est très bon depuis 4 mois, qui laisse très peu de miettes, qui roule sur tout le monde. Alors évidemment, j'espère qu'on reverra une Ligue 1 avec du suspense, parce que c'est quand même chouette d'avoir une lutte pour le titre. Je pense que ça arrivera, hein, qu'on verra à un moment donné un alignement des planètes, et peut-être une équipe comme Lens. On a déjà eu Lille, on a déjà eu Monaco qui ont été champions. Après là, on a le sentiment quand même que c'est une équipe qui est très difficile à embêter. Sur cette fin de saison, on a donc la Ligue des Champions, le quart de finale contre Aston Villa, on a la finale de la Coupe de France contre Reims d'ici un mois et demi, et on a encore 6 journées de Ligue 1. On se le redit, si le PSG doit perdre son invincibilité, c'est plutôt sur ce match à
à Strasbourg, quoi. Je pense que ça peut venir de là un petit peu le traquenard. Sinon, je vois pas d'autres endroits où ça peut être un petit peu problématique parce que t'as l'impression que c'est quand même. Enfin, là, ils peuvent écrire l'histoire, à savoir écart sur le deuxième, l'invincibilité. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Quand même, c'est bien, je pense, d'être champion, mais le faire encore une fois avec cette manière, c'est là où c'est propre, quoi. Les concurrents sont aussi réguliers cette année pour que le PSG perde le titre. Il doit avoir un petit coup de mou et l'autre club doit faire une saison énormissime. Sur leurs 3 échecs de la période QSI, ils finissent quand même à plus de 2 points par match. Ouais, non, mais c'est ça exactement. À Nantes, comme dirait Bruce. Bah, Nantes, après, tout est possible dans le foot. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment une équipe avec peut-être un peu plus de certitude comme Strasbourg. Après, si Abid et Simon le font, ça peut être aussi grandiose. Mais encore une fois, voilà, je voulais insister sur la qualité de ce PSG là parce que bah, je m'ennuie rarement devant les matchs. Luis Enrique a développé une équipe très complète. T'as aussi du banc qui peut apporter. T'as sincèrement beaucoup de réjouissance, de perspectives intéressantes pour l'avenir. Et tu te dis qu'en faisant du mercato petit à petit, en prenant ouais, je pense qu'il y aura forcément un débat au milieu de terrain. Est-ce qu'on prend un troisième milieu supplémentaire au-delà de Fabian Ruiz et de Zaire Emery? Est-ce qu'on prend un défenseur central pour préparer la succession de Marquinhos? Est-ce qu'on va chercher un autre gardien? Parce que Donnarumma, on n'a pas toutes les certitudes. Après, quand tu vois ce que Donnarumma a fait contre Liverpool, au retour, c'est quand même pas mal. Tu penses qu'Hernandez va retrouver son vrai niveau? Parce qu'actuellement, il est vraiment dans le dur. Il fait penser à Bernat dans le fait de ne plus avoir les mêmes capacités physiques qu'avant. Et donc, être limité dans ce jeu. C'est une bonne suggestion, une bonne question. À l'heure actuelle, de toute façon, Hernandez, il est remplaçant. Et je pense que pour la fin de saison, tu peux pas le propulser comme titulaire. Après, il peut rendre des services. Mais oui, très clairement, si on doit cibler peut-être des joueurs un petit peu fragiles cette saison, c'est lui. Après, voilà, quand tu as eu les croisés, bah, évidemment, surtout que lui, il les a eu plusieurs fois. C'est une épreuve. Après, moi, je le garde pour la rotation parce que c'est quand même un beau vécu, c'est international, c'est quand même séduisant. Pourquoi j'ai dit séduisant comme si j'avais un accent. Mais ouais, moi je pars peut-être sur un troisième décès super à Beraldo, c'est peut-être ça. Un latéral droit pour jouer derrière Hakimi. Mais c'est ça qui est bien, c'est que en fait, les joueurs que tu es allé chercher récemment, ils t'ont apporté tellement de belles garanties comme Gvara, comme Doué, comme Pacho, comme João Neves, que finalement t'es plus sur des joueurs de complément que des individualités qui cassent tout. Donc ça, je trouve ça plutôt encourageant pour la suite. Après, voilà, on a toujours ce débat sur les locomotives de Ligue 1, les deuxièmes, troisièmes, avec cette fameuse phrase travailler mieux. Non, c'est difficile de travailler mieux face à un PSG qui a voilà une surface financière qui est énorme. Après, je suis persuadé que l'écart il ne doit pas être aussi conséquent à ce moment de la journée. Quand on dit travailler mieux, c'est forcément quand tu vois les matchs que perd l'OM. Ah, il peut pas y avoir 22 points d'écart. Tu peux pas faire le 0/6 contre Auxerre, prendre un point à la maison contre Angers. Il y a plein de matchs qui sont très fâcheux. Perdre à Reims qui avait tout perdu. C'est là où, pour moi, tu dois peut-être travailler certaines choses. Je vous le redis, pour moi, il n'y a pas de honte à ne pas être champion dans un championnat où tu as le PSG qui est juste conséquent. Après, je pense que tu as quand même pas mal de petits trucs, de petits détails où tu peux, quand même t'améliorer. Tu peux ne pas avoir un écart de 24 points. Si tu as un écart de, une dizaine de points, ça pourrait être un peu plus compréhensible. Je pense que c'est possible. Après, faut aussi reconnaître, je pense que c'est un PSG qui est juste fou, quoi. Oui, c'est vrai que tu as un championnat où tu as toutes les autres équipes qui sont à 7-8 défaites. C'est vrai que, quelqu'un l'a dit, c'est comme en première ligue. Au-delà de Liverpool et Arsenal, on a beaucoup d'équipes qui sont aussi dans ce cas-là, qui ont pas mal de défaites au classement, ce qui donne une espèce de grosse mêlée générale pour la Coupe d'Europe. Et nous, on a aussi ça, c'est-à-dire qu'on a un écart assez incertain parce qu'on a beaucoup d'équipes qui ont ce nombre de défaites qui est assez conséquent pour ces clubs-là, quoi. T'as des clubs comme Lille et Monaco qui l'ont fait, mais je vois pas l'OM le faire. Moi, je sais pas si l'OM peut le faire parce que il faut toujours
une espèce d'alignement des planètes. Il faut un PSG moins fort, il faut des très bonnes recrues, il faut des bons cadres, faut le coach, tu vois. Et on sait qu'à l'OM, il y a toujours soit le coach est très bon, soit tu as des joueurs qui sont pas là. C'est toujours très compliqué. Moi, si je devais... Quelle équipe est capable de le faire? Pour moi, dans l'immédiat, je mettrais toujours une pièce sur Monaco. Parce que tu as quand même des joueurs un peu plus. Et il faut pas grand-chose pour au moins ce fameux écart de 10 points l'atteindre. Mais après, je vous dis, tu as encore un monde pour y arriver. Donc voilà, PSG, le 13e titre. Chapeau à eux. Alors évidemment, c'est pas un événement, mais comme je vous le dis, hein, je trouve que la manière, elle est assez impactante, séduisante, quoi. Ouais, Monaco, bah justement, on va aller à Brest. On va aller à Brest-Monaco. Si vous voulez des bourdes de gardiens, allez voir Philippe Cohn. Monaco, il faut un gardien très rapidement. Je ne peux qu'être d'accord avec toi, Dronos. Je l'ai redit en tweet, hein, mais c'est pas normal qu'une équipe comme Monaco n'ait pas été en mesure d'avoir un gardien, un portier très fiable, un mec qui te rassure, et même un gardien qu'on considère, voilà, dans le top 5 du championnat. On a eu du Lecomte, on a eu Philippe Cohn, on a eu Nubel, on a eu Maeki, on a eu plein de gardiens. Mais au final, on n'a jamais eu un mec, même Subasic était un goal avec voilà, ses imperfections. C'était un gardien qui pouvait faire des bourdes de temps en temps. Mais l'année où ils sont champions, Subasic il est dans le top des gardiens de Ligue 1 parce que bah, voilà, il avait réussi sa saison référence. Mais depuis, tu as quand même des soucis. Et je le redis, tu as des clubs en dessous des finances et des standards de Monaco. Je manque pas de respect à Brest, même à Lens ou à d'autres. Mais voilà, Bizot, Rajkovic à l'époque de Reims, Samba à Lens, Matsez à Strasbourg, ça c'était des gardiens qui ont été à un moment donné top 5 voire top 3 du championnat. Et c'est pas normal qu'ils se retrouvent, enfin c'est très bien qu'ils se retrouvent dans ces clubs là, mais c'est pas normal que Monaco ait pas eu. C'est tellement déterminant, ça t'apporte tellement de points, et puis après ça t'en coûte, enfin regardez les 2 buts quoi, entre le dégagement des 2 points, entre le ballon, alors c'est terrible pour lui parce qu'en plus t'as une alternance, même à 18h, il cherche entre Maeki, Philippe Cohn, qui sait qui va peut-être être le moins pire ou le plus rassurant, prenez-le comme vous voulez, et au final c'est toujours les mêmes mots de crâne, et je redis ici au 1er juillet 2025, il n'y a pas de gardien. C'est à Monaco, enfin gardien numéro 1. Là, je serais vraiment circonspect. Non, ça va être la priorité absolue, quoi. C'est quoi ton top 5 gardien cette année? Mon top 5 gardien de Ligue 1 cette année, je vais dire Rouly, je vais dire Chevalier, je vais dire Perry, je vais dire Petrovic, et je vais dire... Ouais, Yevan Diouf, qui est quand même assez fou sur pas mal de séquences. Petrovic, Chevalier, Perry, Rouly, Diouf. Ouais, je pense que j'ai les 5, comme ça. Bah, le gardien de Brest, Bizot, il est bon, il est très bon, hein, mais Donnarumma, en vrai... Bah, Lopez, il fait un très bon match, hein. Il va être dans mon équipe type. Mais il y a eu des matchs où il a été cata aussi, hein. Il y a des matchs où il a pas été là. Ah, Donovan Léon. Donovan Léon, c'est vrai que... Donovan Léon, grosse mention spéciale. C'est là où tu dis qu'en Ligue 1, on a toujours des défauts sur le championnat, sur voilà, la différence par rapport à d'autres, à la PL, à la Liga, tout ce que tu veux. Par contre, il y a vraiment une constante, c'est qu'on a toujours eu d'excellents gardiens. Franchement, on a toujours eu des gardiens vraiment costauds, quoi. Mais Lopez, non, parce que ouais, c'est pas de culture de l'instant ici. Il a été sur un match comme ça. Mais gars, Donovan Léon, je pense qu'il faut l'intégrer, ouais. Après, je sais pas qui c'est que je sors, parce que même Yaya Fofana, c'est vrai qu'il est très bon. Je pense que ouais, avec Fofana et Léon, on peut avoir cette espèce de top 7. Mais Perry, c'est quand même impressionnant. Rouly, la première partie de saison, c'est stratosphérique. Et on a pu voir que sans lui, bah... Voilà, ça aurait été peut-être compliqué pour la défense marseillaise. Chevalier, je le trouve toujours aussi bon. Peut-être que Chevalier était encore mieux en LDC qu'en Ligue 1. Donc si vous voulez peut-être le sortir du top 5, ça peut être là. Mais je trouve qu'il est quand même fiable. Yevan Diouf, parce que vraiment, Reims, c'est une galère sans nom, mais il est là. Et Petrovic, qui a eu quand même un démarrage peut-être un peu compliqué. Mais Petrovic, en 2025, c'est
C'est juste monstrueux. Mais voilà, c'est là où je vous dis, encore une fois, qu'en Ligue 1, on a toujours eu de très très bons gardiens. Et ça, c'est une garantie voilà, pour les années à venir. Après, bah, mine de rien, bravo à Brest. Parce que j'ai parlé de Monaco, j'ai parlé de ce côté un petit peu voilà, difficile de la défense. Parce qu'en plus, j'accable les gardiens. Parce qu'on avait vu Maïki faire cette bourde à Toulouse. Là, c'est Philippe Cohn. Mais on a déjà vu les défenseurs. Enfin, le nombre d'erreurs individuelles, rien que le match à Montpellier. C'est vrai que tu te dis que Monaco, qui est peut-être, voilà, je dis une équipe candidate au podium, a perdu à Montpellier, quoi. Enfin, faut le faire cette saison, perdre à Montpellier. Faut vraiment avoir un séisme pour y parvenir. Et par contre, Brest, bah écoutez, chapeau, parce que Brest, petit à petit, qui fait sa série, qui remonte, alors ça va être compliqué, parce que voilà, il y a toujours 4 points et tout, mais Brest qui va être définitivement une des équipes, voilà, un petit peu pour la gratter, surtout qu'ils vont avoir un calendrier, ça va être très intéressant. Ils vont à Saint-Étienne, ils reçoivent Lens, ils vont à Marseille, ils reçoivent Montpellier, ils reçoivent Lille, et ils vont à Nice. Si ils gagnent ces 3 matchs-là, parce que ça peut être le cas, ils peuvent embêter Lille à la maison, Montpellier, les mecs qui sont en vacances depuis je ne sais combien de temps, et Nice qui est un petit peu fragile sur ce sprint final. Pour moi, s'ils gagnent ces 3-là, je ne serais pas étonné qu'ils soient dans les 7 et qu'ils soient européens. Et je crois que dans les déclarations d'après-match, ils l'ont dit, viser la Conference League, ça peut être un objectif. Et bah bravo, parce que, je le redis, Brest, on a eu évidemment l'impact de leur parcours en Ligue des Champions. Ça a été voilà, une bouffée d'oxygène. Voir ce groupe, cette équipe qu'on n'attendait pas en LDC, aller en barrage. T'as eu ce qui s'est passé contre le PSG, mais au moins qu'ils soient dans les 24, c'est quand même un bel accomplissement. Ça a donné aussi beaucoup, c'est ça le plus important, c'est les émotions, les souvenirs aux supporters. Les mecs qui ont fait les déplacements à Prague, à Salzbourg, c'est là où ils ont kiffé leur vie de manière monstrueuse, et ils s'en souviendront toute leur vie. En Coupe de France, c'est la déception, parce que tu perds contre Dunkerque, t'avais peut-être le moyen d'aller faire une demi-finale, ça aurait été pas mal. Mais là, en championnat, il faut pas oublier qu'ils sont dans la première partie de tableau, et que pour Brest, être dans la première partie de tableau, bah, ça reste un événement. Ça leur arrive pas tous les jours. L'an dernier, ils l'ont fait de manière très prononcée en étant 3e, mais là, cette saison, ce qu'ils sont en train de faire, c'est aussi fort. Donc, je tirais mon coup de chapeau à Eric Roy, aux joueurs, parce que ils arrivent quand même toujours à s'en sortir, à nous montrer de belles choses. Et voilà, t'as toujours les patrons, t'as le milieu de terrain de l'an dernier, Camara, Lesmelou, Magnetti, quand ça tourne bien, c'est fort. Ajorque pour Jean Pivot pour son apport, Abdallah Sima pour aussi savoir le concrétiser. Chardonnay Ndiaye, très très belle défense centrale contre Monaco samedi après-midi. Chardonnay qui sauve un ballon dangereux sur la frappe de Ben Seguir. T'as Ndiaye qui fait un vrai bon match aussi. Donc, et Bizot, voilà, qui sort les arrêts qu'il faut. J'avoue que si Brest pouvait faire une petite campagne en Conference League, parce que je pense que c'est une compétition qui peut leur offrir une belle épopée. De toute façon, on le redit, hein, si les clubs français, au-delà du PSG en LDC, veulent remporter des matchs européens, enfin, même des coupes, c'est l'Europa et la conférence. Maintenant qu'il n'y a plus d'équipe reversée, c'est là où ça peut leur servir à coup sûr, quoi. Donc Brest, bah, chapeau, parce que c'est peut-être le trublion qu'on n'attendait pas dans ce sprint final. Et ben voilà, ils vont participer un petit peu à cette mêlée générale, et sincèrement, avec leur vécu, en plus ils ont un petit peu de banc, parce que voilà, t'as du Camori Doumbia, t'as du Del Castillo, t'as du Mama Baldé, c'est quand même ouais, c'est pas mal comme petit banc, tu vois, des solutions offensives à apporter à tout instant. Ça peut faire la différence. Et Monaco, bah voilà, qui était 2e, qui va repasser 3e. Monaco qui va terminer du coup, bah, semaine prochaine, gros match, la réception de l'OM. Ensuite, t'as Strasbourg. Là, les 2 réceptions. Ça, franchement, le Monaco-Strasbourg, j'ai très hâte. Ça va être super intéressant. Ensuite, t'as Le Havre et Saint-Étienne. Oh, t'as le calendrier de Monaco, il est pas évident. Il va être assez. Ouais, franchement, on va se pencher dessus. De toute façon, on se penche à chaque fois sur tous les matchs, mais là, le calendrier de Monaco qui fait Marseille-Strasbourg, Lyon avec du Lens, du Saint-Étienne, du Havre, les déplacements chez les promus là, ça va être quelque chose. Ça va être vraiment quelque chose à suivre. Du coup, il nous reste encore quelques petits matchs à voir, avec bien sûr, je l'ai dit, le choc de cette 28e journée, 2 équipes qui prétendaient à l'Europe. Fallait pas arriver en retard avec le but de bafouer d'équité dès la première minute. Hop, on n'a pas eu le temps de
de poinçonner son billet, de prendre sa petite bière, de s'installer dans le Groupama Stadium et de voir ce que ça donne que Diakité avec voilà, le corner, c'est vraiment tous les duels perdus. Et c'est vrai que c'était une entame de match très bizarre du côté de l'OL avec un pressing désordonné. En face, le LOSC réussissait vraiment à embêter cette équipe. La blessure de Nuama qui arrive très tôt, au pire des moments, à la fois pour l'OL parce que t'as quand même une pénurie d'ailiers, t'as Benrahma qui est parti cet hiver, t'as Fofana qui est encore blessé pour un petit moment, peut-être qu'il reviendra pour le match retour contre United. Il faut voir, mais Nuama surtout c'est pour lui parce que lui, l'arrivée de Fonseca, ça lui a fait un bien fou. Il a pris de l'épaisseur titulaire. Il a engrangé des stats, il a marqué de très jolis buts pardon, comme à Nice. Et vraiment, c'est dur pour lui. C'est très dur parce que même dans son histoire avec l'OL, ça n'a pas été toujours évident. Il est arrivé dans un OL qui était relégable, qui était le pire OL du 21e siècle, qui arrivait à rien faire du tout, qui avait la tête à l'envers. Pareil, sous Pierre Sage, tu as eu des à-coups. Il n'a pas eu vraiment cette régularité, cette continuité au niveau des perfs. Et finalement, c'est vrai que être plutôt remplaçant ou titulaire en Europa League, ça lui convenait. Et là, Fonseca, il a misé sur lui. Et c'est vrai que ça a fait de très très belles différences. Et là, c'est vraiment regrettable parce qu'il était sur une dynamique bluffante. Et on sait que pour ce type de joueur, les croisés, les appuis, la fréquence, la répétition des efforts, ça va être costaud. C'est vrai qu'il y a aussi dans son histoire le fait de refuser de partir à, je sais plus si c'est Everton Nottingham, mais voilà, faut le souligner. Et finalement, cet OL qui a beaucoup de défauts, voilà, le double pivot Tesman Matic sur certains matchs qui vraiment, t'as l'impression que c'est d'une lenteur assez conséquente. T'as l'attaque avec Lacazette qui, même s'il marque un péno, faut le dire, Lacazette dans le jeu c'est compliqué. Par contre, il y a vraiment des joueurs derrière, je trouve qu'on n'en parle pas, mais t'as des tontons. T'as Guiafico qui fait une saison remarquable, vraiment, au-delà de son apport offensif. Dans ce qu'il peut faire, il se démultiplie parce que vraiment je l'ai vu apporter énormément de bonnes choses dans ce couloir gauche. Clinton Mata, pareil, expérimenté, roublard, tout ce qu'il faut, vraiment très très bon. Ça a été difficile le début de match, mais après l'OL petit à petit a pris confiance. Et même si t'as pas eu un OL incroyable, royal, qui nous a offert un match d'anthologie, bah voilà, l'OL est bien revenu dans cette course. De toute façon, il fallait que l'OL gagne parce que après la défaite à Strasbourg, ça aurait fait beaucoup de points perdus en route. Même Maitland Nice, hein, très très bon aussi. Par contre, en face, j'allais dire Maitland Nice, c'est le fameux centre où Meunier, parmi les erreurs de recrutement, enfin erreurs de casting, moi Meunier, j'avoue que j'ai jamais été grand fan depuis son départ du PSG. Peut-être du côté du LOSC, il aurait bien fallu prendre un latéral droit ou même reculer backer. Je sais pas, mais je suis vraiment pas fan de Meunier. Diakité qui, encore une fois, fait un bon match, hein, au-delà de son but, qui est vraiment un joueur fiable. Mais sinon, ouais, j'ai trouvé ce Lille, je sais pas comment le dire, un petit peu emprunté, un petit peu indécis après les 30 minutes intéressantes qui étaient vraiment réjouissantes. Et après, voilà, ils ont un petit peu laissé tomber cette envie de faire mal à l'OL. Et je sais pas, je me dis qu'il y avait quand même la place pour aller chercher un bon résultat. Genesio a dit le nul aurait été mérité. En vrai, vu l'attitude de l'équipe après la 30e minute, et surtout il l'a dit aussi, les remplaçants, c'est vrai qu'à Lille t'as un souci, les remplaçants ils apportent pas grand chose, hein. Choupa Akpom, Fernandez Pardo, Sarawi pour parler de joueurs offensifs. D'ailleurs Fernandez Pardo c'est le match l'action où il choisit le face-à-face avec Perry qui la sort de la tête pour peut-être la décaler à David. Pareil, David qui a été très très bien muselé, match vraiment raté aussi de sa part, et ça nous donne un Lille qui balbutie pas mal son football depuis 2 mois. Et moi j'étais convaincu qu'avec leur expérience, leur état physique, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui athlétiquement est parmi les meilleurs du championnat, par contre dans le fond de jeu, collectivement, ils sont pas capables de répéter les efforts sur 90 minutes. Et quand je parle de répéter les efforts, c'est pas d'un point de vue physique, je pense qu'ils peuvent tenir la route, mais vraiment, vous savez, d'être capable, voilà, d'être un peu un rouleau compresseur, d'avoir des bonnes séquences. Par exemple, la première mi-temps contre Lens, elle est très bonne. Il y a des très belles intentions. Deuxième mi-temps, 0 tir. Là, on laisse totalement tomber. Et attention avec ce type de prise de risque. On a pu louer beaucoup de bonnes choses du côté de Lille, que ce soit, voilà,
la série d'une vingtaine de matchs sans défaite, le parcours en LDC, le fait qu'il soit en bonne position sur le sprint final. Mais là, ouais, je sais pas sur quel pied danser avec ce Lille-là, parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont déplu sur les dernières sorties, quoi. David est déjà dans les chiffres de son prochain contrat et Lille a beaucoup joué cette saison, il va avoir du mal. En vrai, c'est vrai qu'ils ont beaucoup joué, mais je trouve pas que ce soit un manque de fraîcheur physique. C'est plus dans les idées de jeu où je trouve que Lille a du mal à proposer quelque chose de conséquent sur tout le match. Le problème, c'est que tu as des rencontres de 90 minutes et je trouve que est un petit peu soit trop lisible, soit ne poursuit pas ses intentions d'une mi-temps à l'autre. Et bah, pour le coup, une équipe comme Lens qui avait pas beaucoup d'intentions, bon, ça peut suffire. Par contre, une équipe comme l'OL où tu as du talent, où tu as des joueurs qui peuvent faire la différence à tout instant, bah, ça peut être assez problématique. Du coup, Lille se termine avec un déplacement à Toulouse, la réception d'Auxerre. Ok, les 3 prochaines journées, tu joues pas d'équipe rivale pour la LDC. Toulouse, Auxerre, Angers. Normalement, si tu es une équipe candidate à LDC, là, ça doit faire 7 sur 9. Il n'y a pas le choix, vu le rythme et l'incertitude par rapport aux autres. Surtout qu'après, tu reçois Marseille, ça peut être un tournant. En vrai, Lille, on a vu, c'est un calendrier. C'est pour ça aussi que moi, je les ai mis top 4. Je trouve que le calendrier est à leur portée. Après, avoir la manière et comment est-ce qu'ils peuvent le tourner. Parce que vu les attitudes, là, il va falloir faire beaucoup mieux, sincèrement, dans ce sens, quoi. Surtout, quoi, le dernier match, tu reçois Reims, après, c'est Marseille-Brest, ça peut être un peu relou. Mais ils en ont les capacités. Du côté de l'OL, qu'est-ce que ça donne? T'as donc ce double match contre United. Tu vas au Cercle qui est hyper relou à jouer à la Baie des Champs. Donc là, ça peut être compliqué. Ensuite, t'as le derby. Ça va être pas mal. T'as la réception de Rennes, Lens. T'as 2 réceptions de clubs qui auront peut-être plus rien à jouer. Pourquoi pas. Et après, t'as, avant-dernière journée, ce déplacement à Monaco. En vrai, les 3 réceptions, là, elles te mettent bien. Parce que bah, t'as des équipes à ta portée. Ça peut le faire. Mais à voir dans quel état ils vont sortir physiquement de cet enchaînement. Parce que là, il peut avoir du dégât. Là, t'as 4 matchs en 10 jours. 4 matchs en 10 jours, dont 2 quarts de finale de Coupe d'Europe. Niveau intensité, tout ça. En vrai, je suis d'accord. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner ce OL Manchester United. Je mets United favori par rapport à... J'allais dire le standing, non. Mais par rapport peut-être à la cote. Mais je pense que l'OL peut le faire. Même s'il n'y a pas Nouama, même s'il n'y a pas Fofana. Je pense que United a tellement de failles. Même si c'est vrai que ça fait un petit moment que... Allez, si on est... D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé, match horrible. Le derby de Manchester. Et d'ailleurs, je vous l'avoue, j'ai découvert hier matin qu'il y avait le derby de Manchester. C'est pour dire aussi à quel point ce match est devenu un petit peu... pas anecdotique, mais c'est compliqué. Bon, ça va mieux, ils ont quand même perdu à Nottingham. Sinon, ils ont fait 3-0, 1-1. Ils ont gagné à Sociedad. Là, ils ont fait hop. Allez, si on est là, ça peut être un tout petit peu mieux, mais c'est quand même hyper galère. T'es entre les deux, ils vont à Newcastle. Ça, par contre, c'est le match qui peut vraiment les broyer. Là, déplacement à St. James Park, dimanche 17h30. Là, ça sent le doublé d'Alexander Isak, si vous voyez ce que je veux dire. Mais allez, je mets peut-être 55-45 United, mais 55-45, vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'il y a vraiment la place pour l'OL. Donc à voir ce qui... Après, c'est c'est le genre de match que tu joues peut-être une fois dans ta carrière. Ça pétille, t'as plein de choses à aller chercher. Donc franchement, je me dis, allez, pourquoi pas saisir cette belle opportunité. On a encore quelques matchs à voir, les amis. On va aller se diriger petit à petit vers la course au maintien. Avec d'abord, quand même, c'est un événement. Hein. Nice qui se prend vraiment les pieds dans le tapis. Là, c'est ouf. 1 point sur les 4 dernières journées. Nice qui avait l'opportunité. Voilà. Plus de Coupe de France, plus de Coupe d'Europe. C'était les portes ouvertes vers la LDC. Et là, match assez raté. Assez raté, faut le dire. Face à un Nantes qui a pu compter sur un Anthony Lopez de Gala, qui a sorti son meilleur match depuis son arrivée, qui a été très très bon.
avec encore une fois Simon et Ablin pour piquer en contre, faire des différences. Euh, c'est d'autant plus frustrant que je trouvais que un mois avant, Nice avait trouvé son rythme de croisière, fonctionnait bien avec Guessant, tout ça, mais voilà, Guessant qui était remplaçant, qui est rentré, qui a pas pu faire trop de différence. On a aussi le retour de Terem Moffi. Ouais, les horribles Laborde, ouais, Laborde, c'est compliqué. Rosario aussi, c'est vrai que je suis pas très très fan. Euh, ça, ça pose pas mal de questions sur, je vais pas dire les ambitions, mais sur la cote finale de cette équipe. Est-ce qu'elle vaut vraiment? Je sais pas ce que vaut Nice. Est-ce que c'est l'équipe qui finalement a surperformé en Ligue 1 et n'aurait pas dû se retrouver là? Est-ce qu'il mérite d'aller en LDC? Je sais pas. Mais c'est vrai que t'as trop d'écart ou trop de. C'est dingue parce que j'ai pas envie de faire. J'ai dit, j'ai pas envie de faire la culture de l'instant, mais je trouvais que le Nice du mois de février, début mars, c'était vraiment hyper. Ouais, intéressante, réussissait pas mal de bonnes choses. T'avais un beau système établi par Francaise. Et là, dès que ça va moins bien, tu vois énormément de carences, de failles. Et ça, franchement, s'ils vont avec des champions, pareil, ça va être très très compliqué. Donc, vu ce qu'ils ont montré en Europe, cette saison, ils méritent pas. Je sais pas si c'est un retour de karma, mais après, sincèrement, c'est là où tu te dis, si tu te projettes, tu vas en Ligue des Champions, quels joueurs, aujourd'hui dans ce 11-là, ont le niveau LDC ou peuvent faire bonne figuration? Boulka, oui. Bombito, à voir. C'est un jeune intéressant. Ndaye Chemier, il est bien revenu. Abdelmomen, c'est non. Klaus, ça peut le faire, mais ça peut être parfois. Peut avoir quelques carences, mais je pense que Klaus, oui. Boudaoui, pourquoi pas. Rosario, non. Abdi, ça peut être un petit peu tendu. Boga, pour la rotation. Laborde, non. Chaud, ça peut être un petit peu trop tendre. Guessant, ça peut le faire. Et après, tout le reste, non. Non, c'est. En LDC, il va falloir cracher. Bah, Boulka, vraiment pas. En vrai, Boulka, c'est pas sa meilleure saison, mais il t'a rendu tellement de services que j'ai pas envie de l'enterrer. Quand il te sortait des matchs à 8-9 arrêts, faut pas oublier d'où vient Nice. Et c'est grâce à lui aussi. Parce que vraiment, il est fort. Mais ouais, là, si tu dois recomposer ton équipe pour la LDC, c'est voir aussi les ambitions, ce que tu décides par rapport à Ineos. On a vu le discours de Radcliffe qui a dit voilà, en gros, je m'ennuie devant la Ligue 1 devant Nice. Bon, sympa le propriétaire hein, d'envoyer une telle cartouche. Après, il y aura sans doute des investissements, mais ce Nice-là, je ne sens pas prêt pour la LDC. Non. Après, tu me diras quelle équipe est prête pour la LDC par rapport à tout ce qu'on voit dans ce sprint final où ça se chevauche, où ça descend, où ça change chaque semaine, où t'as pas trop de hiérarchie. Personne a vraiment survolé les débats en disant bah tiens, l'OL mérite le Marseille, c'est 100% logique sur LDC. Non, chacun a ses petits détails à revoir. Pourquoi leur stade sonne si chronisé, je ne comprends pas. Bah pour y être allé, ça fait partie des défauts des stades modernes. C'est très loin. Franchement, j'ai pris, je sais plus si c'était une navette ou une sorte de tram ou de bus. Et franchement, par rapport au centre-ville, c'était très loin. Bordeaux, c'est loin aussi. Lille aussi, c'est loin. Mais là, Nice, il est vraiment isolé. Et je pense que les gens ont la flemme. Après, bah voilà. C'est aussi peut-être le défaut. T'as des passionnés à Nice comme à Bordeaux. Mais c'est pas une ville de foot comme peut l'être Marseille, Saint-Etienne, Lens, où ça tourne beaucoup autour. Et là aussi, t'as pas ce bassin de fans, de supporters pour aller voir tout ça quoi. Non, Lille c'est pas, c'est en dehors du centre-ville, mais c'est vrai qu'en métro ça va. Après, voilà, faut aussi un petit peu marcher et tout, parce que je l'ai fait pour du foot, je l'ai fait pour les JO, donc je sais que c'est aussi une petite distance, tu vois. C'est pas un stade de centre-ville, mais c'est vrai que là, celui-ci, c'est loin. C'est vraiment loin, donc ça peut aussi. Et après, oui, c'est peut-être l'engouement, c'est aussi un stade qui a été construit peut-être trop grand par rapport à cette capacité. C'est le défaut de ces aussi stades neufs, hein, c'est que on a eu les yeux plus gros que le ventre. Et là, tout à l'heure, je parlais de Brest. C'est là où je veux saluer le développement du club. Brest, en 2027, ils auront leur nouveau stade. Francis Lebé, c'était voilà, Francis Lebé, c'est combien? Hop. Francis Lebé, on est à 15 220 places. Eh bien écoutez,
le futur stade de Brest, il aura 15 000 places. On n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre, on n'a pas fait un truc démentiel. On construit à l'échelle et à la taille du club pour pas se retrouver avec, voilà, comme on le dit, une coquille vide. Et ça, à Nice, malheureusement, c'est comme d'autres clubs, ça a été problématique. Dans l'autre sens, Nantes qui fait une très très belle opération, parce que Nantes, en fait, ils aiment bien ce genre de match. De toute façon, je l'ai dit à Bruce, ce genre de match, soit tu gagnes, soit tu prends une raclée comme à Monaco. Il n'y a pas de juste milieu. Par exemple, à Lille, contre Lille, tu gagnes. C'est ça où c'est une vraie force. Et du coup, là, t'es 13ème, 30 points. Ah, t'as le match contre Rennes. T'as le petit derby, là, pour démarrer la journée, il va être chouette. T'as la réception du PSG. Ah, mais non, mais du coup, c'est la semaine d'après, parce que le Nantes-PSG est reporté pour LDC, c'est vrai. T'as le Nantes-Toulouse, Nantes-Angers. Ouais, eux, en vrai, je pense qu'ils vont être tranquilles. C'était le match qu'il fallait. C'était un des matchs les plus tendus au niveau du calendrier, classement de l'adversaire. Et là, en vrai, ils se sont offerts le petit match là qu'il faut. Nice de son côté, ça va à Strasbourg. Samedi soir. Oh, celui-ci. Oh, celui-ci, vous sentez le petit frisson. Ensuite, ça reçoit Angers. Ça va à Paris. Ça reçoit Reims. Ça va. En vrai, le calendrier de Nice, tu te dis pourquoi pas. Mais vu la dynamique de Nice, attention à ce genre de configuration, ça peut faire du dégât à la fin. Je sais pas s'ils seront LDC, Europa ou conférence, mais quoi qu'il arrive, quand tu commences ton sprint final avec un point en 4 journées, généralement c'est difficile. On y va pour la dernière équipe peut-être en lice pour la LDC, qui a fait une des très bonnes opérations du week-end, qui est 4ème au moment où on parle. C'est le Racing Club de Strasbourg, avec encore une fois de très belles choses à noter, avec évidemment le match de Barco au milieu de terrain, au-delà de sa, je vais le dire, la connerie monumentale de pousser Ito qui aurait dû valoir, je pense, un penalty. Pour ceux qui n'étaient pas là en début de live, j'ai parlé de l'arbitrage, Clément Turpin qui a fait n'importe quoi. Reims peut se sentir floué parce que voilà, il y a des situations, des polémiques qui n'ont pas trop de sens. La main de Sarr également. Après, si on parle de jeu, c'est vrai que je trouve que Reims a proposé pas mal de bonnes choses. Est tombé encore une fois sur un très bon Petrovic. Si Reims, je pense que la séquence pour Reims de la victoire de l'OM, de la qualif en finale de Coupe de France leur a fait du bien de retrouver à la fois le chemin de la victoire puis aussi une belle consécration. Aller en finale de Coupe de France, c'est quand même pas mal pour un club comme Reims. C'était le rêve de Caillot de le faire. Et voilà, pauvre Jambière, parce que Jambière, il a pesté contre Turpin, il a pesté contre Lavar, et il a bien raison. Parce que sincèrement, il y a de quoi rager. Après, je trouve que dans les intentions, Reims a fait un de ses meilleurs matchs en 2025, a prouvé beaucoup de bonnes choses. Après, en face, c'est Strasbourg qui est meilleure défense peut-être de Ligue 1 depuis le début de l'année 2025, qui résiste très très bien. Et Méga a pas mal croqué. C'est vrai que la passe de Bakwa et Méga qui la met sur le poteau, au niveau des XG, je pense qu'on est à 0,90. Et autant vous dire qu'on est à 0,90, c'est souvent une action où ça doit être assez... c'est tous les jours, ça doit aller au bout, quoi. Est-ce qu'ils vont nous la montrer, l'action contre Reims? Ouais, 1-0-3. Donc voilà, 1-0-3, c'est vraiment... le genre de stat où on comprend très très bien que ça aurait pu le faire. Écoutez, Strasbourg, 4ème quand même. Hein. Ça reste assez prodigieux ce qu'ils sont en train de produire. Parce que on ne s'attendait pas à cette place-là. Mais ouais, faut le souligner, quoi. Avec le maréchal blessé, Diego Moreira qui a été expulsé parce qu'à la fin du match il y a eu une bagarre avec Guban qui a pris aussi un carton rouge. Donc avoir peut-être un petit peu de casse pour la réception de Nice, mais quoi qu'arrive au niveau de la dynamique, je pense que ça peut suffire pour remporter ce match un petit peu couperé. Et ouais, c'est beau ce qu'a réussi à construire au senior, parce que c'est une équipe qui sait bien voyager, c'est une équipe qui s'en sort aussi. T'as parfois, comme on dit, ce brin de réussite qui te permet d'accéder à des places comme ça que tu pensais pas. Et ce match-là de Reims, c'est très clairement la réussite d'une équipe qui peut aller en LDC, parce que normalement, avec un bon arbitrage, ça fait minimum nul, et ça ne le
Ça ne le fait pas. Et oui, quand on parlait de stade, la Méno, très très fort. Bah, la Méno qui est en train d'être rénovée. Et ouais, c'est vrai qu'on est peut-être en train de se dire, la Méno, l'an prochain, peut-être 4 matchs de LDC. À quoi ça ressemblera l'effectif Rosseignor, est-ce qu'il va rester? Parce que je pense que c'est un coach qui va avoir une immense cote. Mais en fait, je me dis que ce groupe de joueurs, on sait qu'il y a des liens avec Chelsea, que ce soit Petrovic, André Santos, peut-être que ça va être acheté. Mais finalement, il n'y a pas tant que ça de joueurs qui sont rattachés au Blues. À voir ce que vont faire, voilà, pas mal de joueurs qui vont être pistés. Est-ce que Emega va partir? Emega qui a une très belle cote sur le marché. Bakwa pareil. Il y a beaucoup de questions que je me pose, mais je me dis en même temps, est-ce qu'ils vont... Il y a aussi une aventure sportive, et l'aventure c'est de faire la LDC avec ce groupe de jeunes joueurs. Ça va être, et surtout quand on voit que Chelsea pourrait perdre la place en LDC, je suis pas sûr que Bluco, quand ils ont démarré cette saison, ils se disaient tiens, on aura une équipe en LDC et ça va être en Alsace. Euh, je suis Strasbourgeois aussi, mais dégoûté de l'arbitrage de Turpin, on ne méritait pas. Bah là, voilà, c'est l'objectif. Oula, il est difficile à sortir celui-ci. C'est l'objectivité qu'on attendait sur ce genre de live, donc ça fait bien plaisir. Strasbourg qui va terminer avec donc Nice. C'est vrai qu'ils ont encore un calendrier costaud. Ils ont pas mal d'équipes qui ont joué le maintien aussi, donc des matchs tendus. En fait, ils ont des enjeux à chaque fois. 2 équipes concurrentes pour la LDC, 3 équipes pour le maintien et le PSG et son histoire d'invincibilité. Donc c'est vrai que ça peut être assez fou. Chelsea devient le club satellite de Strasbourg. Bah écoutez, si Caicedo, Enzo Fernandez et Cole Palmer veulent jouer la LDC, c'est peut-être du côté du 67 qu'il faut venir. C'est peut-être là où l'histoire s'écrit, quoi. Le Strasbourg PSG sera bien regardé par les Nantais. Bah, c'est vrai qu'on le rappelle que Nantes avait perdu son invincibilité contre Strasbourg. Donc, d'ailleurs, je vais faire un sondage. Strasbourg mettra fin à l'invincibilité du PSG. Hop. Oui, non, hop, comme ça, simple. Moi, je suis partagé sur cette question de l'invincibilité parce que je pense que c'est le match le plus dangereux pour le PSG. Mais dans l'autre sens, je trouve que c'est un PSG tellement fort et sûr de ses atouts que je les vois faire une saison invincible. Après, ça m'étonnerait pas que Strasbourg puisse le faire. Mais je sais pas, je trouve que c'est vraiment l'année où... Enfin, tu vois, on le répète, hein, mais c'est le collectif qui domine, pas de stars, et c'est là où ils le font. Le match du PSG pourrait être reporté car c'est vrai qu'il y a les 2 demi de LDC, donc c'est vrai que ça pourrait être un autre moment du calendrier. C'est vrai que c'est une bonne remarque ça, donc merci pour la précision. On a encore quelques matchs à voir, les amis, avec évidemment la grande blague de la paillade, la Mosson, ça continue. Hein. Là, c'est vraiment, on n'a plus grand chose à donner. Keshta Abdoulaye Touré. D'ailleurs, bon, si vous deviez parier avec modération, attention avec les jeux d'argent et tout, la cote du Havre hier, elle était à 2,80. D'habitude, je regarde pas trop. Enfin, je peux regarder de temps en temps parce que ça intéresse. La cote du Havre hier était à 2,80 à Montpellier. Et on parle pas du Montpellier avec Belanda, Giroud, Aitfana. On parle du Montpellier qui perd tous ses matchs. 2,80, c'était donné. J'avoue que des fois, il y a des cotes où je me dis, mais c'est... Voilà. On sait qu'il y a certains prix d'une console de Nintendo qui ont été annoncés. Bon, bah voilà, faut parfois prendre des risques, hein, parce que la vie coûte cher, donc il faut pas passer par 4 chemins. Bah, les gars, vous n'avez pas vu assez jouer Montpellier. Le Havre, on n'a pas vu assez jouer le Havre. Par contre, je te jure qu'on a vu jouer Montpellier et que ça, c'était cadeau. Ça, vraiment, c'était tout donné, quoi. Ouais, Montpellier qui a perdu sur tapis vert, il donne 6 points. Après, ils ont donné tellement de points. Franchement, c'était cadeau. Et là, tu vois, t'as Nicolas Païs, le mec qui vient du Puy-Foot. Enfin, c'est un mec qui vient de 3ème division, qui fait là, qui tente. Et c'est le seul qui va proposer quelque chose. Sinon, tout le reste, tellement apathique. Ils ont tous lâché l'affaire. Et à côté de ça, bah voilà, on a un Le Havre qui y croit et que le premier but de Keshta d'entrée qui te met bien. Abdoulaye Touré, la finition de très loin, la prise de risque à souligner. Et puis Mwanga, j'ai bien aimé son match aussi. Parce que forcément, c'est un joueur où je surveille attentivement ce qu'il fait.
La stat de l'or, 9 matchs, 9 défaites, 0 but. C'est vrai que là, c'est waouh. Il y a plus grand chose à gagner. Et en plus, quand tu vois premier degré, le 11. Après, t'as les joueurs qui sont hors de forme. Mais Baïté a pris rouge, ouais, il a pris rouge, il a retenu un Havre dans le temps additionnel. Tu vois, tu dis Savanier, Delors, Ferry, Chotard, Silla, Lecomte, t'as quand même des mecs avec un certain vécu Ligue 1. Il y a certains bons joueurs récupérés à Montpellier. Je pense que t'as 2-3 joueurs à relancer, mais faut prendre en compte l'état mental de ces gars qui ont vécu une saison en enfer. Pour les supporters, c'est très très dur aussi. Mais là, je sais pas trop. En vrai, Chotard, tu vois, Chotard, tu le mets dans une bonne petite équipe de Ligue 1. Ça, je suis sûr que lui, ça peut repartir. Par contre, il y en a d'autres. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est vraiment prendre au cas par cas qui tu peux un petit peu relancer. Si le Hack se maintient, ce sera un sacré message de la part de Bonne Mère. Bah, le Havre, bravo, parce que le Havre, je le disais, moi je pensais qu'il s'était condamné. Je pensais que ce serait trop dur. Et finalement, ce mercato hivernal avec Hassan Kouta qui a marqué des buts importants contre Lille et Lens. T'as Manga et Diawara qui ont fait du bien au milieu de terrain. T'as Balotouré qui apporte son expérience. Et on sait que le Havre, t'as pas beaucoup de moyens. Mais sincèrement, ça peut faire une bonne petite. Ouais, je vais pas dire un petit exploit parce que voilà, c'est nul pour le maintien. Mais moi, franchement, je les voyais peut-être pas pire que Montpellier, mais je trouvais que c'était tellement mal embarqué sur la première partie tableau. On rappelle que Le Havre, en plus, je crois qu'ils sont quatrième attaque de Ligue 2 sur la phase retour. Ouais, merci Marco Leptic, c'est difficile, mais on tient le rythme, on tient le live. Après, si le Moudia Alger accepte de prêter de l'or, il y a déjà des questions à se poser. Non, mais de toute façon, ils ont pas d'argent, ils ont essayé de faire un attaquant comme ça pour se dire on a perdu à Adams, mais on a perdu à Adams et Altamari, mais t'as l'impression que dès le mercato hivernal, ils avaient acté la descente. Et comme je le dis, Montpellier, ils vont descendre. On le sait. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change totalement tout l'organigramme, on change le projet, on fait un truc sur de la formation, on sort un petit peu du côté familial pour aller vers un truc un peu plus moderne parce que Montpellier a besoin de ça. C'est comme Toulouse. Toulouse, derrière Sadran, c'était catastrophique. Ils sont descendus. Le projet qui arrive avec Koboli et tout, voilà, ça a fait une victoire en Coupe de France et ça a fait une petite campagne d'Europa League sympa. Donc c'est ce qu'il faut aussi des fois pour se, se sauver quoi. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ouais, il nous reste à voir évidemment le Lens Saint-Etienne. Alors, on l'a dit, hein, Lens enfin, OJ Diran qui a échappé au carton rouge, même Machado, hein, c'était pas loin sur Masson. Et finalement, bah, ça suffit pour l'emporter avec un synthé imprécis, un synthé qui a pas mal subi. On va dire qu'au point, Lens s'en est sorti. Après le carton rouge de OJ Diran, je crois que c'était la faute était à 88e. Voilà, c'est un peu le résumé de toute cette saison stéphanoise. Il y a des motifs d'espoir, parce que très clairement, quand tu vois les matchs sortis par Stassin, par Cardona, même Tardieu, je l'ai trouvé très bon. Lui, il a dû pareil sortir après le choc avec son coéquipier. Et quoi, Bouchouari, je trouve qu'en fait, il y a des joueurs. Ouais, ok, pourquoi pas. Même si je vais plus loin, l'Arseneur qui en a pris 60 quasiment, ils peuvent faire le taf en Ligue 1. Et derrière, défensivement, t'as trop de failles. Les latéraux, ouais. Les latéraux. Quand tu prends l'effectif de Saint-Étienne et celui du Havre, la différence est flagrante. Et pourtant, en vrai, je trouve plus de talent, peut-être offensif, à Saint-Étienne. Par contre, défensivement, je préfère nettement la défense du Havre. Et en Ligue 1, si t'as pas une bonne défense, surtout quand t'es un promu, c'est impossible. Et tu me donnes les deux effectifs du Havre et de Saint-Étienne, même si je préfère du Stassin, du Bouchouari, tout ça, je vais peut-être sur l'effectif du Havre parce que bah t'as plus de mecs sereins pour voyager, même si ça a été compliqué, tu vois. Le Havre aussi, ils ont pris leur raclée, ils ont pris 5 buts à Marseille et tout, mais je suis plus serein avec Nego, avec Pembele que Petro et Ivan Masson. Là, c'est chaud, quoi. Là, c'est très très chaud. Et ouais, Saint-Étienne qui malheureusement a pas gagné beaucoup de matchs, hein. Si on reprend tout le calendrier, ça fait ouais la victoire à Montpellier. Sinon, si tu dois remonter à Caen, tu dois remonter à Reims, tu vois, t'as gagné 2 matchs en 2025. C'est chaud un petit peu, hein. Après, bah t'as pas été loin parce que t'es concurrent direct. Tu fais nul contre Nantes, nul contre Angers, nul contre Le Havre. C'est là où ça te coûte
pas mal de choses. Et oui, évidemment, il y a aussi le penalty sorti par Matthew Ryan. C'est ce genre de petits détails du mercato, des faits de jeu, de l'arbitrage contre toi. Tout à l'heure, je l'ai dit, pour Strasbourg, ça tourne bien. Pour Saint-Étienne, malheureusement, t'as l'impression que c'est c'est aussi contre eux, quoi. On a autant de points qu'il y a de différence entre Paris et Marseille. Je sais pas comment le prendre, ces stats, mais elle peut être assez accablante. Après, voilà. Tu reçois Brest qui est en pleine bourre. Le derby contre l'OL. Le déplacement à Strasbourg. Réception de Monaco. Franchement, force aux Stéphanois. Parce que là, après, si tu gagnes ces 2 derniers matchs, peut-être que tu peux être barragiste, je ne sais quoi. Mais là, l'enchaînement, il est quand même... Waouh. Non, je sais que Angers et Le Havre ont des calendriers difficiles. Mais là, celui de Saint-Étienne, falloir s'accrocher. Sinon, juste pour dire un mot côté Lensois, un joueur dont j'apprécie beaucoup les sorties, c'est Joumaba. Joumaba qui n'était pas là contre Lille. Et Joumaba, 3e titularisation, clean sheet au Vélodrome, clean sheet contre Rennes, clean sheet contre Saint-Étienne. Apparemment, son prêt pourrait être prolongé du côté de Bollaert par Manchester City. Donc, écoutez, je pense que ce serait une très bonne chose déjà pour lui, parce que voilà, c'est un très jeune joueur, c'est en 2006, et puis aussi pour Lens, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Joumaba, il vient du Sierra Leone, et il a été repéré par Valladolid. Il touchait genre 2000 € par mois. Hop, il a un peu explosé en Liga sur la première partie de saison, repéré par City, et puis bah voilà, les bonnes relations. On a été content du transfert de Kuzanov, et il arrive en prêt, et apparemment il pourrait prolonger donc son prêt. Moi je pense que ce serait une très bonne nouvelle, parce que lui, il y a un gros potentiel. Balle au pied, c'est pas le plus rassurant, par contre défensivement c'est un monstre. D'ailleurs, il y a une action où Stassin va poteau de corner, il lui fait un coup d'épaule, Stassin résiste, mais vraiment le coup de physique. Ah là, il a le truc de déménageur. Là, il a pas blagué le pote. Donc ouais, Joumaba, là pour le coup, en termes de coup d'œil, ah là, il y a un truc qui m'a plu. Et puis dernier match à voir, les amis, avec ce Rennes-Auxerre, match un petit peu du ventre mou, match d'équipe, voilà, qui vise peut-être le meilleur classement possible, et Auxerre finalement qui s'en sort après avoir été on va dire dominé territorialement. Léon qui en sort 2-3 après un match. On avait discuté avec Braque, parce que lui il le commentait dans le multiplex. T'as Truffert à Signon qui ont eu je ne sais combien de situations de projection de centre et je ne sais combien de déchets. Tout à l'heure pour Monaco, j'ai parlé comment ça s'appelle, du problème de gardien à Rennes. S'il y a Big Bay, et je pense que ce système peut être bien, parce que derrière la base à 3 avec Attebourg en attendant voilà, peut-être plus le développement de Jacquet, Roux, Brassier, je pense que cette base là elle peut être vraiment intéressante pour la Ligue 1. Par contre, les Pistons, si tu veux apporter du danger, c'est là où très clairement, si tu as ce système là et que t'as pas des boss, c'est compliqué l'animation. Par exemple extrême, l'Inter, Di Marco, là t'as un spécialiste absolu du poste, l'époque lensoise, Klaus Machado aussi, ou Frankowski. Là, si t'as des mecs qui sont un peu imprécis dans les centres, tout ça, qui ont du déchet technique, ça ne sera pas gage de réussite. Et après, bah, en face, bravo quand même à nos amis auxerrois, parce qu'il y avait énormément d'absents au milieu de terrain. On n'avait pas Onewu, on n'avait pas, comment il s'appelle, Kevin Danois. Donc beaucoup de monde qui manquait, et finalement ils ont fait le coup parfait, ils ont attendu, et après Gaëtan Perrin pour Djoubal, Djoubal qui marque son 6ème but de la saison, lui aussi saison accomplie, remarquable, et on a un succès qui permet à Auxerre de s'inviter en première partie de tableau. Enfin 10ème ils vont pas y être, mais peut-être d'arriver là, et c'est vrai que pour eux, pour un promu, bah, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Après je le redis, Auxerre, je m'interroge juste sur une saison sans Traoré, peut-être Perrin qui va être courtisé. On sait que Perrin aurait pu partir en MLS, mais sans Ahmed Junior Traoré qui t'apporte 10 buts. Après, ils ont fait vraiment une saison sympathique, et ça pourrait leur permettre de s'installer un peu plus dans l'élite. Côté Rennais, il y a eu beaucoup d'investissements, 75 millions investis cet hiver, en plus des 80 millions qu'il y a eu l'été dernier. Et là, va falloir faire encore du tri sur le mercato et tout, mais comme je le dis, pour Rennes, tu as un mercato qui peut être conséquent. Cependant,
s'appuyer sur la formation avec Kader Beité, Jaoui Cissé, Jacquet, tout ça. Je pense que c'est la clé. Après, Rennes, c'est vraiment la saison de la honte. Ah bah, Rennes, c'est difficile. Hein. Après, tu savais que quand Habib Bey est arrivé, que le club était 16e, que ça allait être compliqué. Et en fait, là, il fallait d'abord maintenir le club. La mission est remplie. Maintenant, ça va être ce que tu vas faire cet été. Le tri, voilà, il y a un gros dégraissage à faire parce que même des joueurs que tu as pris cet hiver, comme Kyogo Furuhashi, qui a des soucis à l'épaule et qui fait pas des bonnes entrées, lui, par exemple, tu peux te dire qu'il va tège. J'ai appris, par exemple, en lisant l'équipe, que Altamari avait été écarté lors du match contre le PSG, je crois de mémoire. Parce que, voilà, il y a peut-être eu des soucis. Après le match contre le PSG, voilà, il avait été écarté, c'est ça. Donc, voilà, Bibek, il va aussi montrer qu'il peut être un bon coach. Après, il n'y a que des échos positifs de ce que j'ai vu d'Habib Bey. Maintenant, ça va être... l'an prochain, tu seras attendu. L'an prochain, attention, parce que tu as fait une saison très médiocre. T'es pas passé dans la correctionnelle. Tu as eu des gros investissements mercato. Là, tu auras une saison sans Coupe d'Europe. Voilà. Il n'y a plus qu'à, mais ça va être assez difficile. Enfin, on va faire un mercato intelligent, dégraisser, prendre encore une fois des joueurs peut-être de complément, voir sur qui tu t'appuies, qui c'est que tu vends. Ah, ça va être, il va être sympathique l'été du côté des Rennais. On y va, messieurs, pour terminer comme d'habitude avec la petite équipe type. Vous connaissez la tradition. On y va pour mettre le 11 des joueurs qui nous ont le plus marqué durant cette journée. Bon, je pense qu'au cage, on a encore une fois eu de bons gardiens, mais je vais mettre évidemment El Gato, Anthony Lopez, qui a été très très bon. Je vais mettre à gauche Tagliafico, parce que j'ai trouvé son match assez épatant. Je vais mettre aussi Chardonnay, que j'ai trouvé très complet. Je pense que je vais mettre Clinton Mata, parce que j'ai bien aimé la manière dont il a géré notre ami Jonathan David. Je vais partir aussi sur du Désiré Doué. Hein. Je pense que Doué, il n'y a pas trop de débat à le mettre dans ce 11-là. On a également Mwanga, que j'ai cité, que j'ai trouvé très très bon. Alors peut-être faire plus un 4-3-3 vu les joueurs. Hop. Je pense que je vais mettre Rabiot aussi, qui a quand même été assez fou avec le but, l'implication. Ou alors est-ce que je fais une défense à 3 et je mets Djoubaba à voir. Peut-être Doucouré, ouais. Doucouré, je peux le mettre. C'est vrai que Doucouré, si j'ai un Strasbourgeois. En vrai, Barco, je pense qu'il mérite aussi parce que Barco a fait un bon match. Mais il y a cette action à la fin où tu te dis attention. On peut mettre Rablin parce qu'encore une fois, décisif. Et ça fera plaisir au tonton Sebru. Comme ça, moi en plus, je garde ma place dans hors-jeu. Mettre Landaise aussi. C'est vrai que Landaise a été impressionnant. C'est vrai qu'on peut peut-être le mettre dans le débat. Après, qui c'est qui a été tout aussi bon. Là, j'avoue que il faut peut-être que je me remette certains matchs en tête avec tout ce qui s'est passé. Beaucoup. En fait, il y a eu beaucoup de très bons défenseurs. C'est pour ça que j'hésite presque à passer sur une défense à 3, bombarder pas mal ça. On a Douglas Augusto, c'est vrai qu'il a fait un bon match, qui est buteur. Peut-être Madi Camara quand même. Hein. Ouais, Douglas Augusto, j'hésite. Peut-être je vais mettre Camara au-delà de son but pour son impact et tout ce qu'il a pu faire de bon. Et peut-être devant mettre Perrin, parce que Perrin, à chaque fois que je le vois, j'aime beaucoup le joueur quand même. Et je trouve qu'il mérite pas mal de bonnes louanges. On a donc El Gato Lopez au cage, Doucouré, Chardonnay, Mata, Tagliafico, Désiré Doué, Manga, Camara, Gaëtan Perrin, Mathis Sabine, Rabiot. Bah, je trouve que c'est un joli... Alors tu vois, Greenwood, c'est vrai que j'aurais presque pu le mettre, mais la première mi-temps est tellement insatisfaisante que... voilà, de la part de ce joueur, j'en attends plus. Ouais, Djoubal aussi, c'est vrai. Bah, en fait, comme je vous dis, il y a eu beaucoup de très très bons défenseurs sur ce week-end. Honnêtement, on a été gâtés avec les défenseurs. C'est peut-être pour ça que peut-être si le 11 de hors-jeu, je remettrai un défenseur en plus dans la balance.
Merci à vous d'avoir suivi ce live. On va se préparer tranquillement pour hors-jeu qui arrive à 18h. Donc voilà, avec l'émission, beaucoup de choses à voir. Ligue 1, Tour d'Europe, Ligue des Champions. On a un programme qui est évidemment fast, avec aussi du quiz, les petits jeux, le tournage d'un offside. Donc voilà, on a une belle journée de travail encore devant nous. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Comme toujours, c'était un gros plaisir. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Scipion, j'ai sorti une petite vidéo sur les outsiders, merci à ceux qui l'ont vu, sur les équipes qu'on n'attendait pas forcément cette saison, toujours aussi en podcast disponible pour ceux qui veulent écouter le format audio, donc voilà, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur ces différents formats. Je pense qu'on fera logiquement un débrief Ligue des Champions cette semaine, à voir quand. Ça peut être voilà, le timing à trouver. Sinon, je vous dis à très vite. Quoi qu'il arrive, on sera là pour le débrief de la 29e journée de Ligue 1. Passez une bonne semaine les potes, profitez de la LDC et à très vite. Salut!